Je sais pas pourquoi, parfois je dis mais Monet tu me tues, c'est trop, c'est une beauté qui est presque douloureuse. Bienvenue dans l'Amour de l'art, le podcast de la Galerie Perrotin. Ici, des artistes nous parlent d'autres artistes. Musique, littérature, cinéma, art visuel, théâtre. Ils ou elles nous partagent de manière très personnelle leur regard sur ces œuvres qui les fascinent. Car l'art appartient à tous, nous en sommes convaincus. Comme l'a si bien écrit Pierre Bourdieu dans L'Amour de l'art, la culture n'est pas un privilège de nature, il suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Né au Chili et vivant désormais à Paris, l'artiste Christiane Pouli explore le lieu, à la fois comme un environnement physique et un état émotionnel qui transcende le temps et les frontières géographiques. Ses peintures et ses gravures mêlent souvenirs et images d'archives pour créer des espaces entre rêve et réalité. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler d'une figure clé de l'histoire de l'art et de l'impressionnisme, Claude Monet. Bonne écoute. J'ai grandi au sud du Chili, dans une région qui s'appelle Araucanía. C'est une région qui est à 800 km au sud de Santiago. C'est une région très verte et avec beaucoup de paysages assez sublimes, où il y a beaucoup de volcans, des lacs et des forêts. Donc j'ai grandi dans ces paysages, dans une famille d'agriculteurs. Mon enfance était marquée par les cycles de l'agriculture. Et j'étais en immersion avec ce paysage. Je n'ai pas été dans un musée jusqu'à l'âge de 23 ans. Mon éducation artistique était faite par les livres. Donc mon éducation de la peinture était faite plutôt par des images photographiques. Pour moi, les peintures étaient toutes plates et on pouvait les toucher, comme dans les pages d'un livre. Je trouve que la peinture nous parle d'un langage qui est plus sensible, qui n'est pas formaté par une culture donnée et qui vient toucher des aspects humains, sensibles, comme la vibration des couleurs, la lumière, des choses qui n'ont pas besoin d'être éduquées. Je pense que quand on est en contact et avec des peintures, moi c'est mon travail, je vis dans la peinture, on adapte l'œil à des nuances. Évidemment, je me croyais Vincent Van Gogh à 8 ans et je sortais me balader dans la ferme de mes parents et j'observais la lumière du soleil et je me sentais déjà un poète. Et je voulais devenir artiste. Donc, dans mon imaginaire, devenir artiste, c'était évidemment aller à la rencontre de ces peintures lointaines que je voyais dans les livres. Donc, c'est pour ça que j'ai parti étudier l'art à Santiago. Ensuite, je suis partie à Londres et à 23 ans. Et c'est là pour la première fois que je rentre à un musée où je vois des vraies peintures et je suis très émue, en fait, juste d'être là, de rencontrer toutes ces images avec lesquelles j'ai vécu pendant des années. Mon enfance a été accompagnée aussi par certaines images, et de l'art occidental, de l'art asiatique aussi. Et juste me confronter à ça, j'étais émue au point de pleurer en fait. C'était comme rencontrer un compagnon d'enfance qui était là à m'attendre dans un musée. C'était que pour moi en fait dans cette idée. Et j'ai connu Claude Monet dans le livre d'art parce que c'est forcément une figure majeure de l'histoire de la peinture et de l'histoire de l'art occidental. Donc on est confronté à aller voir dans n'importe quelle librairie du monde, on trouve un livre de Claude Monet. Mais ma vraie rencontre, c'était au musée d'Orsay. C'était ces 5 cathédrales de Rouen. Et quand j'étais en face de ces 5 cathédrales, j'étais épatée en fait, d'abord par sa beauté et par cette vibration de couleurs. Pour moi, un peintre réfléchit en peinture et lui est en train de penser. Et ce que je vois, c'est pas une peinture, c'est pas la cathédrale, c'est une manière de penser qui est très intéressante. Ça les mettre les doigts dans notre langage. C'est déconstruire un peu notre façon de penser. On a un langage des mots, on a un langage d'images. Et lui, il vient juste se mettre au milieu. Et il en a fait assez comme si on devenait une fourmi et on marchait à l'intérieur des peintures des cathédrales de Rouen. Les couleurs explosent dans notre visage. Et lui, il a créé quand même un lieu de recueillement. Il a imaginé cette architecture des deux ovales qui sont connectés. Et pour lui, c'est un lieu où les hommes viendront méditer. Finalement, lui, il a fait sa propre cathédrale de recueillement. Il a fait ces espaces ovales magnifiques, avec cette lumière zénithale, avec ces presque 100 mètres de peinture. Et il a fait à ces tableaux, c'est une série de 8 tableaux, des panneaux. Ils sont environ presque 2 mètres d'auteur. Et on se balade, en fait, on est incapable de voir une seule panneau d'un coup. Il faut se balader
Il faut se déplacer dans son corps et être en train de regarder. Donc pour moi, on rentre dans une cathédrale. On a vraiment un cheminement de vie d'un homme qui est angoissé, qui a beaucoup souffert, qui croyait qu'il n'avait jamais rien fait de bon dans sa vie, qu'il était insatisfait. Et on voit toute cette beauté qu'il a pu créer. En fait, moi, je vois un parcours d'artiste juste exceptionnel. Cette sérialité et cette insistance, il rêvait que la cathédrale est tombée dessus. Il disait, je vais arriver au bout de cette cathédrale. Et en fait, il est arrivé à bout parce qu'il a créé cet espace de recueillement pour les hommes où aujourd'hui, pour aller voir les nymphères, il faut faire presque 1h30 de queue. Et on voit les cathédrales qui sont vides. Donc, je trouve qu'il y a un cheminement qui est juste extraordinaire. Et c'est un cheminement que moi, je souhaite faire en tant qu'artiste aussi. C'est de créer de la beauté. Sa peinture, c'est une bataille. C'est pas une peinture facile. Ça a l'air facile, mais c'est une bataille sur la toile qui nous laisse les résidus de cette vie qui passe, de la lumière du soleil qui change, des générations qui se succèdent en fait sur cette terre, qui se tuent, qui se battent, qui se comprennent pas dans ce langage qui nous est donné. Et lui, à travers le langage de la peinture, en fait, il laisse quelque chose de très puissant. La peinture, ça a l'air facile quand c'est réussi. Mais qu'est-ce que c'est dur dès que ça a l'air facile, en fait. Je vois, en fait, lui, il était un passionné de la couleur. Et il était obsédé par la couleur, il disait. Et c'est quelque chose qui m'obsède aussi. La couleur est un langage en soi. Et c'est un langage qu'il faut travailler, polir, comme on polit le langage, les mots pour l'écriture. Et on voit cette laveur dans sa peinture. On voit les nuances, l'ajustement des blancs, comme je disais, les couleurs complémentaires qui vivent. Et les sons d'ombre qui sont teintés de couleurs chaudes et froides. C'est toute une recherche dans la cuisine de la peinture qui fait Monet, qui est hyper intéressant. On a du mal à croire qu'il a fait ça à un âge très avancé, qu'il est mort avant de voir les nymphées installées. Avant de mourir, il avait désisté de faire les dons à l'État français parce qu'il ne voulait pas voir les tableaux partir. Et je peux comprendre, en fait. Lui, il a mis ses dernières énergies de vie dans ses peintures. Quelque part, on met nos vies et notre énergie dans une surface, dans une peinture. Et quand ça part, on se sent vide et on sent qu'une partie de nous est partie dans cette surface. Et je pense que lui, avec ce travail colossal qu'il a fait, s'il laissait partir ses peintures, il laissait partir ses dernières énergies vitales. Aujourd'hui, c'est très pertinent de regarder l'œuvre de Monet parce que c'est un œil qui regarde le monde et la lumière qui change et qui bouge et que c'est une énergie. On est très habitué à regarder le monde à travers la photographie. Et qu'est-ce qui est de plus différent à la réalité qu'une photographie? La réalité est mouvante, ça change. Il n'y a pas un morceau de réalité qui ressemble à l'autre. En fait, il y a différents points de vue de la même chose. Et la photographie est devenue un peu comme une forme de vérité, aussi une vérité du passé. Dans mon travail, je mélange la peinture et la gravure. Je peins sur des supports qui sont des supports métalliques, qui sont en relation avec les territoires du Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre au monde. Donc il y a aussi une forme de rappel à ce territoire, à cette terre, et aussi à la façon dont on construit l'histoire d'un pays et d'un territoire. Et ça me rappelle énormément la façon dont on construit une peinture. On est face à une surface délimitée qui est blanche, et qu'on doit commencer à ajouter couche par couche certaines informations. On dépose des images colorées qu'on vient effacer, on cache, on laisse voir. Et c'est un peu les mêmes mouvements qui fait l'histoire. Pourquoi certains événements du passé sont aujourd'hui visibles, pourquoi certains événements du passé ont été oubliés. C'est un choix arbitraire aussi quelque part. Et dans la peinture, je me pose beaucoup ces questions en fait. Comment on construit ce passé, qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on cache, à quel point c'est une construction humaine, qu'est-ce qu'on va laisser pour le futur, quelle trace de cette passé on laisse, quelle trace de la peinture on laisse visible ou quelle partie de la peinture on cache. Donc c'est un peu comme déconstruire notre façon de réfléchir au passé, à nos constructions identitaires, à notre possibilité d'appartenir ou pas à un territoire. Si Claude Monet était encore vivant aujourd'hui, j'irais passer la journée avec lui à Giverny, avec une bouteille de rosé, et regarder ses fleurs, et me poser à côté de lui, et pas trop lui poser de questions, en fait, juste être là, à regarder ses plantes, regarder la lumière sur les tons. J'irais évidemment aller voir ses couleurs. J'aimerais qu'il me montre comment il travaille. Moi, j'ai une palette qui se sépare en couleurs chaudes et couleurs froides. Donc, je sépare tous mes huiles de couleurs froides dans un bac, tous mes huiles de couleurs chaudes dans un autre. Et je mélange souvent chaque température dans une palette.
Et j'aimerais voir comment il travaille lui en fait. Des petites choses, est-ce qu'il utilise les blancs des titans ou les blancs des 5, qu'est-ce qu'il mélange. Ça, j'irai dans sa cuisine de peinture, un peu pour prendre des notes, pour voir comment il fait. Et après, j'irai dans sa cuisine pour aller chercher du, du saucisson et du vin. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autour de Claude Monet avec Christiane Pouli. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux @Perrotin pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et actualités. À très bientôt en compagnie d'autres artistes pour l'amour de l'art. J'inviterai tous les gens qui ont la possibilité d'être à Paris, d'aller au musée d'Orsay, à voir les cathédrales de Rouen, et puis prendre les ponts de Solferino, que c'est cette pente qui vibre. Donc on est sur la Seine, les ponts vibrent, l'eau vibre, tout vibre. On a l'impression d'être sur la surface peinte des Monet qui vibre. Et après traverser, aller vers la orangerie et voir les nymphéas, c'est juste un cheminement extraordinaire. Et on parcourt aussi les cheminements de cet artiste qui en fait il a créé une œuvre exceptionnelle et qu'il a parcouru dans son parcours de peintre quelque chose de très, très important en fait, entre les cathédrales de Rouen et les nymphéas.